Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les signes mnémoniques, les discopathies inflammatoires et les douleurs vertébrogéniques. Je m'appelle Jean-Philippe de Neuville, je suis kinésithérapeute et aussi enseignant pour l'Institut Mackenzie et je vais animer cette session de webinaire. Mais tout d'abord, de quoi parle-t-on? Le terme de modique vient du nom de Michael Modic, le radiologue américain qui a défini la classification décrivant l'état des plateaux vertébraux à l'imagerie par résonance magnétique, à l'IRM. Et donc il a décrit 3 catégories initialement du modique, les modiques de type 1, de type 2 et de type 3. Dans cette présentation, nous allons nous centrer sur les modiques de type 1 et type 2, ce sont les plus fréquents et ce sont ceux qui sont associés avec la douleur. Le modique de type 3 n'étant pas associé, on n'en parlera pas dans cette présentation. Et donc le premier point qu'il faut avoir en tête quand on parle de signe de modique, c'est qu'il s'agit d'un signe à l'imagerie. Ce n'est pas un diagnostic. C'est un signe à l'imagerie qui traduit une discopathie qu'on pourrait qualifier d'inflammatoire et qui est la réelle pathologie. Et donc pour pouvoir identifier ces signes et donc la pathologie sous-jacente, il va nous falloir avoir quelques notions d'imagerie. Et donc en IRM, nous avons 2 grandes séquences communément utilisées en pratique courante, la séquence pondérée en T1 et la séquence pondérée en T2, qui vont faire ressortir l'eau et les graisses selon différentes nuances de gris, plus ou moins foncé. Donc en séquence pondérée en T1, l'eau apparaît en noir, la graisse apparaît en blanc, et en séquence pondérée en T2, l'eau apparaît en blanc ou hyper intense, et la graisse apparaît en gris très clair, soit hyper intense également. Et le modique de type 1 va être un modique avec un plateau vertébral qui va présenter un hyposignal, c'est-à-dire du noir dans le plateau vertébral à la séquence pondérée en T1, tandis qu'à la séquence pondérée en T2, nous aurons du blanc au niveau du plateau vertébral. Et donc ceci traduit la présence d'eau dans le plateau vertébral ou d'œdème et donc d'inflammation. Donc il s'agit d'un signe de discopathie inflammatoire avec une inflammation du plateau vertébral. En revanche, le modique de type 2 va présenter un hypersignal en T1 et un hypersignal en T2, ce qui traduit la présence de graisse dans le plateau vertébral. Et le modique de type 2 semble être une évolution du modique de type 1, puisque lorsque l'on fait des cohortes longitudinales avec un suivi suffisamment long, on voit qu'un certain nombre de patients avec des modiques de type 1 se transforment en modique de type 2. Tous les patients modiques de type 1 ne se transforment pas en type 2, mais un certain nombre le font. Et donc il semblerait que le type 2 soit une évolution du modique de type 1, qui, après l'inflammation, laisse de la graisse dans le plateau vertébral. Alors, l'association que l'on a entre ce type de signe et la douleur a été établie par Thomson et collaborateurs en 2009, où 736 patients ont eu une discographie, qui est l'examen de référence pour identifier les douleurs discogéniques, où on injecte un liquide de contraste dans le disque, on distend la partie interne du disque et on provoque la douleur s'il y a une pathologie du disque. Et ces résultats à la discographie ont été comparés à la présence ou non de modiques de type 1 et 2. Et pour les modiques de type 1, on retrouve des métriques de validité qui sont assez importantes, notamment au niveau de la spécificité. Ce qui veut dire qu'un signe modique, bien souvent, provoque la douleur chez le patient. Donc, quand vous avez un signe de modique à l'imagerie, il y a de très fortes chances que ce signe-là soit la conséquence d'une pathologie, notamment la discopathie inflammatoire, qui est source de douleur chez le patient, au moins en partie. Le modique de type 2 présente également une association avec la douleur qui est importante, mais qui est moins marquée que le modique de type 1. De ce fait, nous avons une diminution de la pathogénicité ou de la provocation de douleur pour le modique de type 2, et c'est ce qui semble ressortir en pratique clinique également. Ces résultats ont été consolidés par une revue systématique par Chapolsky et collaborateurs qui recense 6 à 7 études sur le sujet qui retrouvent les mêmes résultats. Alors il faut savoir que les signes de modique n'apparaissent jamais isolément. Ils sont toujours la conséquence d'une autre lésion sur le disque, comme une lésion des plateaux vertébraux, avec une association qui est assez forte, une dégénérescence du disque ou la présence d'une hernie discale qui ont tendance à, dans un second temps, déclencher l'apparition de signes de modique, qui serait une forme de complication aux pathologies déjà présentes. La pathophysiologie des signes modiques est encore débattue à l'heure actuelle et 3 grands mécanismes ont été décrits, un mécanisme dégénératif, auto-immun et infectieux. Et pour l'instant, il n'est pas clair si l'un ou l'autre des mécanismes domine sur les autres.
C'est un débat assez houleux entre les scientifiques qui s'écharpent entre les différents tenants des différentes hypothèses. Pour ma part, je pense que les trois hypothèses sont crédibles et qu'il est possible que certains patients présentent certaines caractéristiques d'une hypothèse et d'autres de l'autre hypothèse. Il est possible que nous ayons les trois hypothèses qui provoquent ces signes de Modic. Passons à ce qui nous intéresse le plus en tant que kiné, la clinique. Alors, en clinique, nous allons nous retrouver dans deux situations particulières. Celle où le patient n'a pas eu d'IRM et auquel cas vous devez repérer la clinique typique d'un patient qui présente une discopathie inflammatoire pour le réadresser pour qu'il fasse une imagerie et confirmer cette discopathie, ou le patient qui a déjà une IRM, et donc vous avez les signes de Modic et donc la confirmation d'une discopathie inflammatoire, et qu'il va falloir adapter votre prise en charge. Et donc, vous allez voir que la fiche Buller-McKenzie présente tout un tas d'éléments qui permettent de bien identifier ces patients-là. Tout d'abord, avec le diagramme corporel. Ces patients présentent en général des douleurs lombaires en barre relativement symétriques. S'il y a des projections de douleurs, elles sont assez rares, mais elles ne dominent pas dans le tableau clinique. Le tableau clinique dominant est la douleur lombaire. On retrouvera aussi dans les épizentères une trajectoire d'évolution qui est assez particulière, dite de récurrence sur fond de chronicité, ce qui signifie que le patient fait des récurrences, fait des épisodes, mais qu'il ne revient jamais totalement à zéro entre les épisodes. Et ça, Laslett et collaborateurs ont démontré que ce type de comportement et d'évolution était caractéristique des douleurs discogéniques. Et les signes de Modic, les discopathies inflammatoires, sont des pathologies qui peuvent donner des discopathies, des douleurs discogéniques. En revanche, ce qu'on va observer, et ça c'est vraiment une observation clinique, c'est que on va avoir une divergence dans la trajectoire à un moment donné. C'est-à-dire que le patient vous décrit une histoire récurrente sur fond de chronicité, mais qu'à un moment, on a une divergence, on a un épisode qui va provoquer des crises beaucoup plus intenses et un fond de douleur qui va rester plus élevé qu'à la normale. On retrouvera aussi chez ces patients-là un comportement inflammatoire avec une douleur constante qui ne revient jamais à zéro, un déverrouillage matinal qui est supérieur à 30 minutes, des réveils nocturnes, donc un patient qui ne se rendort pas ou qui a de multiples réveils ou qui est réveillé plutôt en deuxième partie de nuit, et enfin des AINS qui semblent être assez efficaces chez lui, donc qui traduit plutôt un comportement inflammatoire des symptômes. Ce n'est pas tout le temps là, mais c'est très souvent là. Et un patient qui présente une discopathie, une douleur vraiment lombaire en barre avec un profil très inflammatoire et une divergence dans la trajectoire d'évolution est à suspecter pour une discopathie inflammatoire. Pour le coup, vous aurez aussi des patients qui vont vous décrire un effet assez explosif des activités à impact. Ces patients ne vont pas les tolérer du tout. Ça va déclencher souvent de grosses douleurs. C'est pas systématique, mais souvent ça va déclencher. Dans l'examen physique, on va avoir un patient qui va présenter des pertes de mouvement, notamment dans le plan sagittal. Et on aura ou la flexion ou l'extension qui sera limitée initialement. On aura également cette notion de vulnérabilité en zone neutre qui a été également décrite par Laslett et collaborateurs comme associée aux douleurs discogéniques et qu'on le retrouve très fréquemment dans les signes Modic. La vulnérabilité en zone neutre, c'est la difficulté pour le patient à faire les 20 à 30 premiers ou derniers degrés de flexion. Donc autour de 0 à 30 degrés de flexion. Quand le patient revient ou va dans cette amplitude-là, il va avoir des difficultés à faire ce mouvement-là, il va avoir difficulté à l'initier, il va être pas à l'aise, il va avoir parfois mal. Mais c'est plutôt une sensation de vulnérabilité dans cette zone-là. Et ça, c'est assez spécifique des douleurs discogéniques. Donc pas forcément des Modic, mais des douleurs discogéniques. On retrouve ça aussi chez les dérangements. Mais par contre, les patients qui ont des Modic l'ont très souvent, ce signe. Globalement, les mouvements répétés donnent peu de préférences directionnelles. Quand je suis remonté pour créer cette présentation-là sur les 2 ans de dossier, donc les 110 patients lombalgiques que j'ai pu voir au cours de ces 2 dernières années, 15 patients avaient des signes de Modic et un seul présentait une préférence directionnelle au sens où on l'entend, donc peu de préférences directionnelles, mais on va avoir un comportement qui est relativement spécifique des signes de Modic à la répétition de mouvements. On va avoir typiquement, si nous avons un patient qui présente une perte de l'amplitude en flexion, en extension, excusez-moi, et une flexion complète, on va se dire que nous avons potentiellement une préférence directionnelle en extension. Nous allons commencer à répéter le mouvement d'extension. Et là, lorsque l'on va reprendre nos marqueurs, le patient aura perdu de la flexion, mais aura regagné de l'extension. Ce n'est pas un blocage dur que nous aurons, mais le patient aura vraiment du mal à faire la flexion. Donc là, on va se dire, mince, on a loupé une préférence directionnelle en flexion, donc on va faire de la flexion à notre patient
Et pour le coup, il va regagner son amplitude de flexion, mais il va bloquer son amplitude d'extension. Enfin, il va pas la bloquer, l'amplitude d'extension va devenir très difficile à faire et va devenir limitée. Ce signe-là est assez caractéristique et je le vois assez souvent chez les patients qui ont des signes modiques, mais tous les patients qui ont des signes modiques ne l'ont pas forcément. Euh, je suis en relation aussi avec une équipe hollandaise qui fait de la recherche sur les signes modiques et qui ont repéré ce signe également et qui sont en train de tester la valeur prédictive pour le diagnostic de ce signe-là. Et donc, on aura sans doute des valeurs chiffrées dans assez peu de temps. Globalement, ces patients, lorsque l'examen devient un peu plus intense et vigoureux, ont tendance à réagir pas très bien aux surpressions et aux mobilisations. On va avoir un gros feu rouge et globalement, dans la nuit qui suit ou les jours qui suivent, ça se passe pas très bien. Pour ma part, ça m'est arrivé de faire des examens un peu trop vigoureux parfois quand je n'étais pas encore très très familier de ce type de pathologie-là. Et j'ai des patients qui n'ont pas dormi pendant une semaine, quoi. Ça m'est arrivé. Donc maintenant, je suis beaucoup plus prudent lorsque je fais l'examen et je le pousse beaucoup moins fort quand j'ai des signes de modique. Donc là, nous avons vu les éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour aller faire un IRM pour repérer une discopathie inflammatoire chez un patient. Mais quand le patient a un IRM, qu'est-ce que l'on fait? Le premier truc important à avoir en tête, c'est qu'il va falloir y aller doucement et sous-doser notre examen mécanique, au moins les premières et deuxièmes séances. C'est-à-dire que même si on ne met pas les mains, certains patients vont avoir tendance à flamber très fort. Donc en fait, je vais limiter le nombre de mouvements que je vais faire, je vais pas en faire beaucoup. Je vais mettre un feu rouge beaucoup plus rapidement que ce que je mettrais chez un patient normal et je verrai. Et si le patient tolère plutôt pas trop mal les mouvements répétés, j'augmenterai petit à petit. Mais je resterai quand même à distance et je ferai attention avec ce type de patient-là, à pas les faire flamber parce que quand ça flambe très très fort. Globalement, je trouve, de mon expérience, 3 grands profils chez ces patients. Nous avons le profil 1, des patients qui est très inflammatoire, quelqu'un en est assez bloqué rapidement au kiné, on ne peut pas faire grand-chose, on a un plafond de verre très bas, et ces patients, généralement, sont très douloureux et assez invalides, et on n'a pas grand-chose à leur faire en kiné, malheureusement. On a un profil 2 qui est pseudo-mécanique, où au début, on a l'impression qu'il y a une préférence directionnelle, mais ce n'est pas vraiment une préférence directionnelle au sens où nous, on l'entend, puisque on a un plafond de verre très rapide qui arrive, on n'arrive pas à ramener ses patients à zéro, et si on pousse trop fort, on a tendance à prendre un rouge et à repartir en arrière. Et donc en fonction de la hauteur où est le plafond de verre, on va avoir un effet plus ou moins important avec ces patients-là. Et enfin, on a un profil 3 où les patients sont relativement peu impactés, où ils ont un plafond de verre qui est très très élevé, qui vont retrouver une activité, une fonction quasiment normale. Seulement, on n'arrivera pas à les ramener totalement à zéro au niveau de dos. Ils seront toujours un peu gênés le matin et toujours un peu gênés par un petit bruit de fond, mais on n'arrivera pas à les ramener à zéro. Par contre, ils referont quasiment toute leur activité normale et les douleurs seront très tolérables et acceptables. Ces profils ne sont pas isolés. On a souvent des profils qui sont relativement communs qui se chevauchent entre ces 3 types de patients. Et c'est aussi des profils que je décris moi dans ma pratique. C'est basé sur mon expérience. C'est bien évidemment amené à changer dans le futur. Et c'est vraiment des observations personnelles là que je vous fais part. Pour le traitement, globalement, j'ai tendance à stratifier pour ma part le traitement en 5 étapes. C'est encore une fois mon avis personnel et ça peut être amené à changer dans le futur. La strate 1, 2, 3 sera gérée par le kiné et le généraliste, et la strate 4 par le radiologue et la strate 5 par le chirurgien. La strate 1, quand nous avons un patient qui a été diagnostiqué avec des signes modiques et donc une discopathie inflammatoire ou des douleurs vertébrogéniques, nous allons gérer ce patient comme un douloureux chronique classique, où nous allons avoir 4 grands piliers pour la rééducation. L'éducation du patient, pour lui faire comprendre que le problème est certes invalidant, certes douloureux, mais qui ne met pas en jeu sa vie ou ne risque pas de le rendre handicapé. C'est juste la douleur qui va limiter ses activités. Il va avoir besoin d'améliorer ses stratégies de sommeil, parce que si ce patient-là ne dort pas, pour le coup, la douleur sera plus forte. Les activités physiques vont être un très bon moyen de contrôler la douleur par la sécrétion par l'organisme et le système nerveux central de différents types de molécules qui vont avoir une analgésie induite par l'exercice. Et enfin, la définition d'objectifs va être importante pour définir à quel moment on arrête la rééducation et à quel moment on passe à des stratégies plus invasives. La strate 2, elle va surtout être là pour les patients qui vont avoir un comportement pseudo-mécanique, chez qui on observe notamment cette perte de flexion suivant l'extension et la perte d'extension suivant les flexions. Chez ces patients-là, un certain nombre d'entre eux vont avoir un effet
va préférer certains types de mouvements et surtout certaines directions de mouvement. Et au début, à tel point qu'on pourrait penser qu'il y a une préférence directionnelle. Alors qu'en fait, on plafonne très vite et on n'arrive pas à vraiment faire la différence avec seulement ces stratégies-là. Mais au moins, repérer ces éléments-là permet de donner des stratégies de contrôle sur la douleur à court terme pour le patient, ce qui peut être utile dans certains cas. Et donc, pour le coup, ce que je vais faire, moi, je vais donner 3 jours d'extension patient, 3 jours de flexion, quand je sais qu'il n'est pas totalement inflammatoire et qu'il est capable de tolérer ça. S'il est trop inflammatoire, je ne le fais pas. Mais s'il est capable de le tolérer, 3 jours de flexion, 3 jours d'extension, et on voit lequel des deux fait le plus de bien. Et si le patient vous dit qu'il est mieux durant les 3 jours où il a fait de la flexion, on utilisera la flexion comme une stratégie de contrôle du mouvement. Ce qui est le plus souvent le cas, je trouve, la flexion par rapport à l'extension. La troisième strate va nécessiter la prise en charge médicamenteuse où nous allons demander au médecin généraliste de compléter la prise en charge kinésithérapique par des médicaments et notamment des INS. Et là, pour le coup, je teste depuis peu ce type de molécules sur les recommandations de l'équipe hollandaise avec qui je collabore, qui a déjà publié une cohorte de patients sur laquelle ils ont testé ce type de médicaments, donc les Coxib, la gamme des Coxib, qui sont des médicaments prescrits dans le cadre des arthrites inflammatoires, généralement et cette équipe hollandaise l'a prescrit avec la même posologie qu'on peut avoir dans les arthrites inflammatoires, c'est-à-dire 2 prises de 200 mg par jour, sur 15 jours, avec un effet qui est majoré sur les 15 jours qui suivent. Pour le coup, la cohorte qu'ils ont publiée, ils ont des résultats intéressants, même si d'un point de vue méthodologique, il y a des choses à redire. Et de leur expérience, il y a un certain effet et un effet supérieur de ce type de médicament. J'ai pas plus de preuves à apporter. Donc, c'est quelque chose qui peut être discuté avec le médecin pour voir dans quelle mesure c'est quelque chose qui pourrait aider le patient un peu plus qu'une prise en charge classique, ou en tout cas pour faire sortir le patient d'une phase de crise. La strate 4, c'est une strate qui est gérée par le radiologue, en tout cas aux États-Unis et en Corée, puisqu'en France, ce type de traitement-là n'est pas encore disponible, mais le sera sans doute bientôt. Il s'agit de l'ablation du nerf basivertébral, qui est le nerf qui vient innerver la vertèbre et qui vient innerver notamment les plateaux vertébraux. Et il s'agit pour le radiologue de venir cramer le nerf basivertébral et donc de tuer toutes les terminaisons nerveuses qu'il y a dans la vertèbre. Et de ce fait-là, l'inflammation ne va plus déclencher de douleur. L'inflammation sera toujours là, mais il n'y aura plus de douleur. Et comme il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger de rupture de vertèbre ou de danger vital pour le patient, tuer cette innervation sensitive ne va pas avoir de grandes conséquences. Seulement, la seule conséquence sera d'enlever la douleur chez ces patients-là. Et il y a quelques études qui ont été faites, dont celle de Smuck et collaborateurs, qui est une étude randomisée, contrôlée, multicentrique, en simple aveugle, avec un crossover, donc une étude avec une méthodologie qui est très très bonne et qui présente des résultats excellents pour ce type de patient-là. Le seul hic, c'est que pour l'instant en France, je ne connais pas d'équipe qui fait ça. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais je ne les connais pas. Et les radiologues avec qui je collabore vont se former à ce type de prise en charge, et donc on aura peut-être des outils à proposer aux patients d'ici peu. Et enfin, nous avons une cinquième strate, qui est la strate chirurgicale, où on ne va pas se cacher, les patients qui ont des signes pneumoniques en kinésithérapie, on aura un effet qui sera partiel, et pour un certain nombre de patients, notamment ceux qui ont un profil très inflammatoire, qui est résistant aux médicaments et résistant à la kinésithérapie, on va avoir un taux de chirurgie plus important chez ces patients-là. Et donc pour le coup, nous, notre rôle sera d'identifier ces patients-là, d'essayer de mettre en place le traitement conservateur. Et si on voit qu'il n'y a pas d'évolution dans le temps, généralement autour de 6 mois à 1 an, donc on n'est pas aux pièces, on peut prendre le temps, autour de 6 mois à 1 an, si on a vraiment zéro évolution, malgré une bonne gestion médicamenteuse, malgré une bonne gestion kinésithérapie, qu'on n'a pas un passage du module type 1 au module type 2, peut-être que la chirurgie devient une option pour ce patient-là. Et j'ai un certain nombre de patients qui se sont fait opérer et qui sont très contents maintenant. Mais il faut réserver ces opérations pour les patients chez qui le prise en charge classique ne fonctionne pas et qu'on ait laissé suffisamment de temps à la prise en charge kiné derrière. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez avoir plus d'informations en suivant nos cours et vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Institut Mackenzie. Nous parlons des sites pneumoniques et de plein d'autres choses comme les sténoses, le renforcement des muscles du dos, le traitement des douleurs discogéniques, le traitement des douleurs radiculaires, quand radresser un patient voir un chirurgien, etc., etc. Je suis disponible pour les questions, nous avons 5 minutes et merci à tous. La bibliographie pour ces présentations.